Bonjour amis de Venu TV, nous nous retrouvons pour notre émission d'information et de critique de l'actualité ivoirienne. Les grandes questions de l'actualité reçoivent pour vous aujourd'hui le docteur Boka Sako Gervais. Il n'est plus à présenter, professeur de littérature occidentale, militant très actif des droits de l'homme, président de la FIDOP, président fondateur de la FIDOP, la Fédération ivoirienne des droits de l'homme et de la vie politique. Il est aussi président de GRAD Afrique, exilé politique en Italie, écrivain, auteur de plusieurs livres, notamment Les droits de l'homme à l'épreuve de la démocratie, le cas de la Côte d'Ivoire, La guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, Je suis noir et j'aime le manioc, Mon combat pour les droits et les libertés et le tout dernier Afrique Liberté. Professeur, merci de nous honorer par votre présence sur notre plateau. Mais je vous en prie. Merci de nous aussi ceux qui nous suivent. Tout à fait. Avec vous, nous allons parcourir les derniers développements de l'actualité ivoirienne. Et si vous permettez, nous allons commencer tout près à côté de nous ici, le procès qui se tient à la CPI. Aujourd'hui ici, vous deviez faire le point de l'évolution de ce procès. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Ben, d'abord, je voulais vous remercier, cher ami, parce qu'il y a longtemps que nous travaillons ensemble finalement, vous en tant qu'homme de médias et nous autres en tant que leaders d'opinion. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de Event News TV, qui est une maison un peu maintenant partenaire pour tout ce que nous faisons en tout cas. Je voudrais, en répondant à votre question, de faire un peu le point sur la question du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Je dois dire d'abord, tout de suite, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, quel est l'état des lieux? Ce que nous devons pouvoir retenir tout de suite, maintenant, c'est que le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont bel et bien acquittés de toutes les charges qui étaient retenues contre eux. Cela veut dire quoi? Il faut, en tant qu'enseignant, il est toujours bon d'expliquer pour que nos parents comprennent très bien. Cela veut dire qu'à l'heure actuelle, ni le président Laurent Gbagbo, ni le ministre Charles Blé Goudé ne sont accusés de rien, ne sont coupables de rien. Ils sont même innocentés. C'est extraordinaire, une telle décision judiciaire. Et donc, pour faire le point, rappelons très vite que c'est le 30 novembre 2011 que le président Laurent Gbagbo est déféré. De Korogo, on l'envoie à La Haye. Je n'ai pas envie de revenir sur le 11 avril 2011, tout ça fait trop long. Très bien, il est à La Haye depuis le 30 novembre 2011. D'accord. Donc, jusqu'à ce jour, ça fait environ 8 ans. Parce que nous, on est quand même en 2019. C'est ça. Après le 11 novembre, une autre date à retenir quand même, c'est que du 11 novembre 2011, c'est seulement le 28 janvier 2016 que le procès est ouvert. Mais en temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les charges du procureur n'étaient même pas suffisantes pour qu'on ouvre un procès. Et là, on a eu beaucoup mal parce que les charges n'étaient pas assez solides. Et puis on dit, les juges, à cette époque-là, c'était, comment dirais-je, une audience préliminaire, donc un tribunal préliminaire, qui dit, bon, vos charges ne sont pas assez consistantes, on vous donne 2 ans, allez compléter le dossier. Mais pendant ce temps, les accusés font comment? Ils sont en prison. Ça a été vraiment le plus dur à supporter. Ben on l'a subi. Et je dis, les prisonniers l'ont subi. D'accord? Et donc on ouvre le procès le 28 janvier 2016, on a passé 3 ans. Parce que là, aujourd'hui, nous sommes quand même à la fin du mois de janvier, donc ça fait 3 ans bien bouclés. Et ce qui est intéressant, c'est que, en faisant le bilan, on a fait une partie de l'écoute des témoins. Une centaine, une bonne centaine. On va globaliser comme ça. Voilà, précisément 82. Voilà, tout à fait. Mais bon, je dis une bonne centaine parce que, bon, bref. Et puis, les juges, ce qui est intéressant, c'est que les juges eux-mêmes, à un moment donné, après avoir entendu les témoins présentés par le bureau du procureur, donc les témoins à charge, ils disent, bon écoutez, on va arrêter là pour l'instant. Et ils suscitent, de la part de la défense du président Laurent Gbagbo, une audience de mise en liberté définitive, d'acquittement donc. On a subi ce procès-là également, cette audience. Et nous, on était dans l'attente au mois de mars pour ce verdict, lorsque les juges encore reviennent pour dire, en attendant que le verdict de l'acquittement ne tombe d'ici mars, est-ce que vous ne pourriez pas demander une mise en liberté provisoire? Et c'est là où, le fameux 14 décembre 2018, tout Abidjan explose de joie parce que
le verdict de cette mise en liberté provisoire n'a pas été donné officiellement, mais des rumeurs ont circulé partout, et même la première dame s'est laissée prendre là-dedans, parce que nous tous on a vu les choses venir. Vous allez en procès, vous n'avez pas fini, les juges disent non, attendez, demandez un acquittement. On demande l'acquittement, il dit bon, attendez, demandez même une liberté provisoire. Donc évidemment, les Ivoiriens étaient en tout cas attentifs de ce résultat-là. Et donc les gens ont explosé de joie. Je fais tout ce tour-là pourquoi? Pour dire que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, on a eu plus qu'une liberté provisoire. On a eu plus, c'est parce que la liberté provisoire, ça veut dire, bon, le procès continue, il est trop long, parce qu'on nous avait dit qu'il finirait en 2022. Il ne faut pas oublier toutes ces questions-là. Et donc, on est parti pour 2022. Mais en attendant, voilà que, à notre grand étonnement, le 15 janvier 2019, le cataclysme s'opère, le président Laurent Gbagbo et le Michel Bégoudé sont acquittés. Cher ami, le droit est dit. Le droit est dit. Et c'est intéressant que là où nous sommes assis aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a les mêmes droits que M. Ouattara, que M. Bédier, tous ces gens qui n'ont jamais été jugés là, etc. On est tranquille parce que le président Laurent Gbagbo est acquitté, le Michel Bégoudé est acquitté. Mais donc finalement, vos critiques contre la CPI considérées comme un instrument politique n'ont de sens? Ah non! Et quand on voit les choses de cette façon, c'est que... Parce que vous-même venez de reconnaître que le droit a été dit. Oui, le droit a été dit, mais comment? Non, mais il y a eu un travail qui a été fait. N'oubliez pas les choses, parce que vous êtes au cœur, parce qu'en tant que journaliste, vous avez suivi partout, vous avez vu. Oui. Non, je dis ça parce que c'est le travail des Ivoiriens, notamment des résistants, qui a fait balancer... Parce que ne pensez pas que cette décision est tombée du ciel. Non, je le dis pourquoi. Je le dis parce que la communauté internationale était partie pour nous plier. On a tempêté partout. Parce que les juges sont des humains. Les juges vivent de la société. Ils nous voient. Quand quelqu'un qui est accusé de crimes contre l'humanité et que matin, midi et soir, tous les jours, tous les mois, les gens sont à la haie, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce qui est intéressant avec le juge Kuno Tafusseur, le président donc de la cour de la première instance, du tribunal de première instance, il a fouillé, il a fait des enquêtes parce que nous avons poussé à bout. Parce que c'est vrai que le droit, écoutez, n'oubliez pas que la CPI c'est quand même un instrument politique. Hein. Le droit est là, mais les gens font de la politique. Sur le président Laurent Gbagbo ne serait jamais à la CPI, vous le savez très bien. Puisque là on n'a même pas ratifié, notre pays n'avait pas ratifié du tout le traité de Rome. Mais quand même on s'est retrouvé là-bas, pourquoi? Mais parce qu'il y a eu un Sarkozy qui a goupillé avec Ocampo, que le procureur, pour que le président Laurent Gbagbo se retrouve là-bas avec le Michel Bégoudé. Donc ça c'est ce côté-là. Mais c'est la dénonciation qui les a poussés. Et finalement le juge lui-même a été agacé. Tellement qu'il allait faire lui-même ses enquêtes. Et la vérité a éclaté. Mais en temps, on a été aidé aussi par les journaux occidentaux qui nous ont critiqués. Parce que le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé là-bas parce qu'il a été diabolisé par la presse occidentale. Mais c'est la même presse, Mediapart, à l'occurrence vos collègues de Mediapart, qui sont allés enquêter près de 200 journalistes. Ils sont allés vérifier ce que nous disions. Parce que les gens pensent que dans les meetings, là, ce qu'on dit dans la rue, les gens n'entendent pas. Non, on est dans un pays organisé, il s'appelle la France. Quand vous allez faire une manifestation, vous avez des autorisations. Ça veut dire que la police est censée savoir qu'est-ce que vous allez faire. Et même ce que vous dites là, vous pensez que personne ne nous écoute, mais les gens nous suivent. Donc ça a duré 8 ans. Et les juges finalement ont compris qu'en réalité, tout le monde était pris au piège. Et puis je dois préciser une chose. Même quand on dit que c'est un instrument politique, ça ne veut pas dire que tous les juges à la CPI sont corrompus, sont politiques. Non, c'est le procureur. Parce que le procureur, c'est un peu l'administrateur de la maison. C'est à lui que les chefs d'État s'adressent. C'est lui qui est dans les coups bas, tous les coups sales. C'est le procureur. Mais là, il est vaincu. Revenons au procès. Oui. Il se poursuit bien sûr. Dans 2-3 jours. Oui. Mais avant, essayez de nous expliquer, pour vous qui êtes quand même dans les droits de l'homme. Si. Il est acquitté, il est en prison. Non, c'est là comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'est là le gros scandale. C'est là le gros scandale. Écoutez, la Cour pénale internationale, c'est une juridiction, c'est vrai, supranationale, mais elle est complémentaire. Dans tous les pays du monde, il y a des juridictions. En Côte d'Ivoire, il y en a. En France, il y en a. Partout, il y en a. Lorsque un prévenu, en tout cas quelqu'un qui est accusé, le juge il se prononce, il dit, monsieur, vous êtes acquitté, vous êtes libre. Immédiatement. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ouvre les portes du tribunal, vous êtes déjà dehors. Maintenant, le procureur, en tout cas celui qui vous poursuit, s'il n'est pas content de la décision, il peut aller faire appel. Mais en attendant, vous jouissez de la décision qui vient d'être prononcée. Dans le cas du président Laurent Gbagbo, c'est une grosse aberration. C'est-à-dire que dès qu'il a été le 15, cela a été dit,
le procureur n'était pas d'accord. Donc le 16, le lendemain, il est venu, il a fait voilà, sa plaidoirie. Et les avocats ont répondu et les juges ont tranché, ils ont confirmé la décision d'acquittement et de liberté immédiate. En réalité, l'immédiateté devait s'exercer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant toute la nuit, ils ont goupillé pour aller faire appel. Et donc aujourd'hui, c'est un scandale mondial. La Cour pénale internationale est prise dans un étau mondial. Il n'y a pas un juriste sérieux. On les a tous, vous regardez sur toutes vos chaînes de télé, nationales et étrangères et tout. Tout le monde est unanime pour dire, les gens ont été acquittés, ils devraient recouvrer la liberté immédiatement. Quitte après à faire vos appels et tout. Vous savez, l'injustice c'est quoi? Alors on fait payer à M. Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé le fait que la Cour pénale internationale est incompétente. Elle dit, c'est vrai qu'ils sont acquittés, je suis d'accord qu'ils soient libres, mais s'ils vont à Abidjan, après, si je fais appel, ils risquent de ne pas venir. Mais nous, on s'en fout. À la limite, on s'en fout. Moi, je suis libre. Je vais où je veux. Quitte à toi, si je ne veux pas venir, tu te débrouilles pour aller me chercher où tu peux me chercher. Puisque c'est une cour pénale. Oui, mais peut-être que ce sont les règles aussi. Non. Pour preuve, ils ont besoin de Mme Gbagbo depuis longtemps. Oui. Ils ne peuvent pas mettre la main sur elle. Oui. Est-ce que si Gbagbo, évidemment, oui. est aussi au pays, oui. est-ce que ça serait facile pour eux de mettre la main sur elle? Oui, mais ça, c'est pas imputable à Mme Gbagbo. C'est une incompétence. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le traité de Rome qui est limité. Ça veut dire qu'on a créé une juridiction mondiale et puis on ne lui a pas donné les moyens coercitifs de mettre la pression sur les États pour que les individus réclamés soient présentés. À ce moment, ce n'est pas notre faute. Oumar El-Béchi, le président du Soudan, il y a longtemps qu'on a un mandat d'arrêt contre lui, mais il ne s'est jamais présenté et puis le ciel n'est pas tombé sur la tête. Mais ce n'est pas notre faute à nous. Est-ce que c'est la faute du président Laurent Gbagbo? Si la Cour pénale internationale n'a pas les moyens de mettre la pression sur les personnes qui sont... Et puis d'ailleurs, je le dis de façon générale, mais le président Laurent Gbagbo n'est même pas dans cet esprit. Un monsieur qui a passé 7 ans, 8 ans, et puis on dit qu'il est acquitté. Maintenant, vous voyez que demain, si on le convoque, il ne va pas venir. C'est pas juste. Je pense que c'est de la démagogie. C'est pas sérieux. Non, c'est vous qui le connaissez qui dites, mais eux, là-bas, ils sont pas sérieux. Mais je n'ai même pas besoin de leur avis, parce que le monsieur était avec vous pendant 8 ans, vous n'avez rien prouvé. Alors, de vous à moi, vous pensez que c'est juste? Le monsieur passe 7 ans, 8 ans, vous ne foutez rien. On dit qu'il est acquitté, maintenant le petit détail est là. Vous dites non, s'il sort, mais attendez. Pourquoi le président Laurent Gbagbo vous fait tant peur? Et parce qu'il est ce qu'il est, vous allez priver ce monsieur-là de sa liberté? On ne peut pas l'accepter. Et c'est pour cela que le premier, nous serons tous à la Cour pénale internationale. Vous êtes optimiste pour le premier? Mais je suis plus qu'optimiste parce que le 1er février, il n'y a pas 3 décisions, il y a 2. C'est-à-dire, il y a, voilà, les 2, ils vont le tambour. Mais dans les 2 là, les 2 décisions là. Lesquelles selon vous? D'abord, c'est la liberté. Le socle, c'est la liberté. Il faut savoir maintenant si elle est totale ou alors si elle est conditionnée. C'est tout. Donc ça veut dire que le premier, nous allons pour la libération du président, dans tous les cas. Il n'y a pas 3, il y en a 2. C'est-à-dire que le procureur lui-même, ce qui est intéressant, c'est que le procureur, après qui nous avons couru pendant 14 fois pour obtenir une liberté provisoire, il a toujours dit niet. C'est lui maintenant qui nous fait la cour pour dire non, bon, je suis d'accord pour qu'il soit libéré, mais il ne faut pas qu'il aille à Abidjan. Mais attends, il y a quelque chose qui cloche là, dans son esprit là. Quelqu'un est libre et puis il ne faut pas qu'il se balise. À la limite, moi je pense que ces procureurs, ils ont échoué. Ce sont des gens qui auraient dû démissionner. Et puis, parce que c'est une grosse gifle. Moi-même en tant qu'enseignant, c'est comme un collègue corrige votre copie et puis vous dit non, d'abord, on dit que les charges sont insuffisantes pour qu'on ouvre un procès. On vous fait la part belle 2 ans pour aller compléter. Vous ne foutez rien et puis vous arrivez là, le dossier est bâclé. Au point où les juges, tellement agacés, demandent d'interrompre. On n'a même pas entendu les témoins même des accusés. Mais c'est grave, c'est un scandale mondial. Et si le premier, oui, il arrivait que le président Laurent Gbagbo doit rester à la prison de Scheveningen pour attendre l'appel? Alors à ce moment-là, comme nous avons battu le pavé pendant 7 ans, 8 ans, nous allons prendre des décisions mais radicales. Parce que on peut, et puis ça, on ne sera même plus les seuls. Parce que tous ces gens dans le monde entier, ça veut dire que finalement le dossier Laurent Gbagbo sera devenu un dossier mondial. On comprend aujourd'hui pourquoi Donald Trump, le président américain, il ne veut même pas qu'on entende parler de la Cour pénale internationale. Donc cette hypothèse-là, c'est-à-dire, d'abord, elle n'est même pas vraisemblable. Mais quand même, considérons-la. Je vous dis, les 2 cas de figure qui se présentent, puisqu'il n'y a plus personne même qui veut qu'il reste en prison. Le procureur dit, je veux qu'il sorte, mais il ne faut pas qu'il aille à Abidjan. La défense dit, c'est-à-dire voilà, la partie du président Laurent Gbagbo dit non, on est acquitté, nous on en va où on veut, on est libre. Ça ne vous regarde plus. Voici les 2 hypothèses. Maintenant vous me dites, si au pire des cas on le gardait, nous tous on va habiter à la Cour pénale internationale.
Voilà. Ok, docteur, nous allons poursuivre. Oui, merci. L'actualité, c'est... Non, mais parce que c'est aberrant, en tant que militant des droits de l'homme, vous savez que la question de la liberté, c'est une question essentielle des droits de l'homme. La liberté est sacrée. Et puis, la liberté, c'est le principe humain. L'emprisonnement, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, je vais ajouter un petit détail. Le procureur va souffrir. Oui, le procureur va souffrir pour que le président Laurent Gbagbo ait une liberté conditionnée. Parce que les textes de la CPI disent, pour qu'on lui donne une liberté, alors qu'il est acquitté, une liberté conditionnée, il faut que tu nous démontres des circonstances exceptionnelles qui font que s'il sort, il ne peut plus se présenter. Ça, il faut de la magie pour trouver cela. Rendez-vous le 1er février. On y sera, merci. Ok. L'actualité, c'est aussi ce qui se passe à Abidjan. Oui, bien sûr, c'est notre pays, c'est le pays du président Laurent Gbagbo. Depuis le samedi, le RHDP est désormais un parti politique. On dirait le plus grand du pays. Pardon? On dirait désormais le plus grand pays, le plus grand parti politique de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Quel grand parti politique de la Côte d'Ivoire? Le RHDP là? Le président Alassane Ouattara l'a expliqué, le nombre d'élus, le nombre de députés. Mais bon sang, c'est ça que c'est pas... D'abord, vous... Non mais attendez, bon j'espère que lui... Oui, mais nous n'avons pas d'autres éléments de mesure s'ils ne sont pas les élus. Non, mais les députés, les présidents des conseils régionaux, c'est quand même des élus. Non, oui, mais je veux dire, ce baromètre de jaugeage là, il est faux. Parce que, non, mais pas pour moi. Selon les faits, ces personnes n'ont pas été élues en RHDP au départ. Au départ, vous étiez en bloc avec le PDCI RDA, avec M. Guillaume Soro, vous tous vous étiez ensemble. Et vous avez des élus. Et au finish, vous dites, maintenant parmi ces élus là, il y en a qui préfèrent le président. Donc ils vont chez le président, et vous dites, demain vous comptez, vous dites, bon, finalement quand on fait le point, nous on n'a plus de débat, on est le parti le plus grand. Pour qu'on voit si vous êtes vraiment le parti le plus grand, établissons les conditions d'une élection propre. Et puis en 2020, on va se mesurer. C'est comme ça qu'on voit qui est grand. Mais il ne faut pas voler les députés des gens. Avant vous étiez ensemble, tu voles ici, tu voles là, puis tu dis, on est les plus grands. Il faut attendre 2020, et puis on va démontrer. Vous êtes vice-président de l'EDS. Oui, je suis le 5e vice-président de la coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, la coalition proche du président Laurent Gbagbo, qui se revendique donc du président Laurent Gbagbo, qui est notre modèle. Et je suis chargé des organisations de la démocratie et des droits de l'homme. D'accord, justement, pour se dresser donc contre ce nouveau parti politique, le président Rico Nabédié a appelé à une plateforme. Est-ce que vous vous sentez concerné? Ah non, au niveau de EDS, on n'a pas été pour l'instant approché, on n'est pas du tout concerné. Mais il faut le comprendre, nous sommes une coalition. Donc c'est vrai que le président de notre coalition, le professeur Georges Ama-Ouayen, il peut être appelé, on peut discuter. Si la question est mise sur la table, en tant que vice-président, en tout cas tout le présidium, nous allons nous prononcer là-dessus. Seulement c'est qu'on a un partenaire essentiel de EDS, qui est le FPI du président Laurent Gbagbo, qui semble avoir été procédé. Quand j'ai écouté le président Bédié, il a dit qu'il aurait approché le président Gbagbo. Et bien j'ai eu un communiqué aussi du secrétaire général du FPI, du président Laurent Gbagbo, le professeur Assoa Adou, qui disait que le président a dit qu'il faut que le parti approche tous les uns et les autres pour voir un peu. Donc pour l'instant, nous sommes réservés sur la question. Mais au moment venu, on pourra le dire. Mais juste, et en tant que Grad d'Afrique, là vous êtes... Oui, en tout cas, personnellement, nous... On est... Grad d'Afrique d'abord. Oui, c'est le groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique. C'est une coalition avec des amis que nous avons mis en place. En plus de la FIDOP, je fais les droits de l'homme, d'accord, mais ici, Grad d'Afrique s'intéresse beaucoup plus aux actions de la démocratie et des politiques, en fait. Tant que les conditions d'une bonne élection ne sont pas réunies, ce n'est même pas la peine d'aller à une élection avec lui. Il faut tout faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se bat pour que la CEI change. Et les discussions ont d'ailleurs commencé. Voilà, la CEI va... Oui, la CEI va changer. La CEI va changer. Et une fois que la CEI change, c'est là qu'on peut se mesurer pour savoir qui est grand parti, qui est petit parti. Donc, je le disais que la CNC a échoué et on a réfléchi avec paix à son âme, le président Aboudraman Sangaré. En tout cas, Grad d'Afrique, on a été les initiateurs, on les a beaucoup boostés. Parce que, voilà, à l'extérieur, on a beaucoup réfléchi. Et on a envoyé les premiers éléments. Et le doyen, Aboudraman Sangaré, a pris le dossier et il a tout mis en place. Et il a coordonné. Et c'est lui qui nous a proposé qui pouvait faire quoi. Et on a mis EDS en marche. Donc aujourd'hui, on ne peut pas, après avoir mis cet outil en marche, cautionné par le président Laurent Gbagbo,
on ne peut pas le mettre de côté et puis aller parler avec M. Bédié. Parce que pour se mettre dans une coalition avec le président Bédié aussi, il y a beaucoup de dossiers sur lesquels il faut réfléchir par 2 fois. Vous ne reprochez pas au président Bédié? Ah non, mais la crise, tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, sa responsabilité est énorme. Aujourd'hui, si le président Bédié avait été tel qu'on a voulu, s'il avait été nationaliste, souverainiste, il aimait la Côte d'Ivoire comme vous faites, il y a beaucoup de choses qu'on aurait évitées. Oui, mais vous ne cessez d'appeler depuis votre exil à la réconciliation. Qu'est-ce que vous dites du pardon? Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Si. Non, je dis ça n'a rien à voir. Là, on parlait politique. Mais le pardon, il est supranational, il est au-dessus de tout. Et je suis très heureux de savoir que c'est le discours que le président Laurent Gbagbo tient aujourd'hui. Mais c'est le discours que la première dame Simone Gbagbo tient aujourd'hui. Donc, tous ceux qui se réclament de la vision du président Laurent Gbagbo est dans cette logique-là. La question de la réconciliation, nous en faisons notre cheval de bataille. Mais c'est tout à fait différent de ce que vise la coalition de M. Bédié. La coalition de M. Bédié vise la reconquête du pouvoir en 2020, etc. Ce qui est intéressant dedans, c'est que finalement, on a gagné quelque chose. On a amené le président Henri Konan Bédié à la raison. Parce qu'aller se mettre avec des rebelles pour inventer la République construite par Houphouët-Boigny, c'était une gaucherie énorme. Parce que souvent en politique, les gens n'aiment pas les mea culpa. Les gens n'aiment pas s'excuser. Les gens n'aiment pas regretter. Parce qu'avant de se mettre en coalition, il faut aussi dire, oui, là on avait fait des erreurs. Aujourd'hui, quand je vois la guerre entre le président Bédié et le président M. Ouattara, je dis, je suis quelque part heureux. Parce que c'est le contraire de l'appel de Daougro. Mais en même temps, il faut que le président Bédié aille plus loin pour dire... Puisque nous parlons de coalition, à Paris, ici, il y a 2 semaines, a été lancé un mouvement... Union pour la diaspora, Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai eu écho de cette union. Ça vous est intéressé parce qu'on parle du FPI, du COGEP, du PDCI. Oui, c'est intéressant. Je salue au passage M. le maire Apossi Benjo. On a beaucoup parlé de cette coalition. Je pense que c'est dans la diaspora, peut-être que c'est intéressant. Par exemple, et comme nous sommes dans la diaspora, c'est pas mauvais qu'il y ait des coalitions. Oui, je suis même en train de... Oui, j'ai été approché, on est en train d'analyser cette question. Mais pour l'instant, vraiment, ce qui me préoccupe, j'avoue, c'est vraiment travailler avec EDS, renforcer les capacités de notre coalition à Abidjan parce que 2020 est déjà arrivé. C'est ça qui me préoccupe pour l'instant. D'accord, 2 derniers points très rapidement. Oui. D'abord l'interpellation du député Alain Loboué. Bon, moi j'ai du mal à me prononcer un peu là-dessus parce que bon... Mais justement, la FIDOP est restée silencieuse. Oui, la FIDOP va rester silencieuse parce que d'abord la FIDOP c'est une structure de défense des droits de l'homme. Avant de se prononcer, il faut qu'elle connaisse les dossiers. Alors, on l'interpelle là, je ne connais pas le fond du dossier. Et puis, moi je déteste tout ce qui se fait par règlement de compte, plan politique. C'est la même chose. Hier, on arrête Soul to Soul, après on le libère et tout ça parce qu'on veut faire chanter M. Guillaume Soro et tout. Moi, je ne rentre pas dans tout cela. Ils étaient tous hier, ils se sont mis ensemble pour prendre les armes contre la patrie. Ils n'ont qu'à régler les problèmes en interne. Je suis vraiment désolé. La question des droits de l'homme, elle préoccupe. Oui, la question des droits de l'homme, oui. Est-ce que vous et moi avons les éléments? Non, mais sans savoir, est-ce que vous trouvez normal, comme ça se dit partout, qu'en tant que député, il soit interpellé? Ah non, c'est une violation grave des principes. Mais est-ce qu'avec M. Ouattara, je vais vous dire... Oui, mais vous pouvez quand même... Non, mais je peux le faire si les gens sont d'accord avec moi que depuis que M. Ouattara est au pouvoir, il n'y a pas d'état de droit en Côte d'Ivoire. Si vous ne commencez pas par là, tout le reste est baliverne. On le dit depuis longtemps et les gens nous disent, quand on dit que M. Ouattara est dictateur, il y a des gens, des pro-Soro qui hier disaient qu'on racontait n'importe quoi. Il y a des gens du PDCI qui disaient que hier on racontait n'importe quoi. C'est pas un état de droit. Est-ce que quand on arrêtait Mme Gbagbo, c'était de bonne guerre? Elle était députée. Dernier développement de l'actualité. Mais voilà. Dernier développement de l'actualité, le président Alassane Ouattara vient justement d'annoncer que le président Soro va démissionner en février. Et qui l'a annoncé? Il l'a annoncé lui-même. C'est le chef de l'État qui annonce que le président de l'Assemblée nationale va démissionner. Et ça, c'est un état de droit, ça. Vous voyez, la question se pose. Il y a 3 institutions dans une démocratie qui sont opposées, indépendantes. Il y a l'exécutif, que contrôle le chef de l'État. Il y a le législatif, qui est donc les parlementaires. Et il y a le judiciaire. Au nom de quel principe un chef de l'exécutif, donc le pouvoir exécutif vient dire le président de l'Assemblée nationale va démissionner. Ça, c'est une république bananière. Merci, monsieur le président. Faites ce que vous voulez, mais en 2020, là, tout ça sera derrière nous. Justement, comment est-ce que vous entrevoyez 2020? Dernière question.
Mais 2020, tant qu'on se bat pour avoir une commission électorale indépendante propre. D'ailleurs, je voulais lancer un appel à tous les partis politiques et tout ça. J'ai vu notre président, EDS, tout le monde était là-bas et tout. Je voulais dire, il faut vous battre aussi pour que la société civile vienne participer à ce débat-là. Parce que en tant qu'acteur de la société civile, je déteste le fait que les politiques aiment bien. Quand il s'agit de... Hier, c'est la même chose qu'ils ont fait avec la commission électorale indépendante actuelle. Ils se sont battus entre eux, ils ont écarté la société civile. Et au finish, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a pâti. Donc aujourd'hui, c'est l'APDH, une structure que j'ai dirigée hier. J'ai été président de l'APDH à un moment donné. Et après, le président qui m'a suivi, l'un des présidents qui m'ont suivi, est allé porter la plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme pour dire que la commission électorale indépendante n'est pas crédible, elle n'est pas démocratique, elle respecte les principes de la démocratie. Et ils ont eu gain de cause. La moindre des choses, c'est que si l'État de Côte d'Ivoire veut maintenant créer une commission électorale indépendante digne de ce nom, il faut associer toutes les structures de la société civile et les partis politiques, tous ceux qui peuvent apporter au débat. J'ai horreur que les politiques prennent le pays en otage. Le pays n'appartient pas aux politiques. C'est le pays de tous les citoyens. Comme mot de fin, je voudrais vraiment dire un grand merci à tous les compatriotes ivoiriens de la diaspora, que ce soit d'Europe et des États-Unis, que j'ai visité tout le temps pendant les 8 années durant. Je voudrais vraiment leur dire, parce que ce que nous allons chercher ce 1er février, c'est l'aboutissement de plusieurs efforts, de plusieurs énergies. Et je voulais leur dire merci. Et justement, dans cet élan-là, du côté de l'Italie, précisément dans la ville de Parma, le 23 février, j'organise avec tous les amis une grande cérémonie pour dire merci à la diaspora. Merci de nous avoir reçus en votre sein. Merci de nous avoir intégrés. Et ensemble, nous avons mené le bon combat pour notre patrie. Ce jour-là, je pense que de 19h jusqu'à l'aube, nous allons faire une grande cérémonie de remerciement à toute la diaspora. Cela veut dire que quelque part, le président Laurent Gbagbo étant libéré, nous allons commencer certainement à penser à retourner au pays. Et d'ailleurs, nos frères du Ghana ont commencé à donner le ton. Je pense que cela est de bonnes guerres. Notre Côte d'Ivoire a besoin de nous et nous devons tous servir notre patrie. Que Dieu bénisse notre nation. Nous sommes au terme de notre émission, amis de BNU TV. Merci de nous suivre et prenons rendez-vous très prochainement pour notre prochaine édition.